vous désirez, et la réfoua chez les mains, donc pour David, Chaim, Ben, Esther, Morel, Bezrat Hashem, et tous les mois du clan d'Israël. Alors justement, on est dans une paracha qui parle de ce qu'on appelle en hébreu la Messirut Nefesh. Messirut Nefesh, c'est être capable en fait de se donner complètement, de se dépasser. C'est un sens très général. Ça veut dire Moser, c'est donner, Nefesh, son âme. C'est-à-dire se donner à fond, comme on dit en français. Mais il n'y a pas de se donner à fond. Bon, Messirut Nefesh, c'est-à-dire tu donnes ton âme, tu transmets ton âme. Oui. On est prêt à, c'est pris même des fois dans un sens où quelqu'un va donner sa vie, comme les gens qui sont prêts à donner leur vie, mais que Akadosh Baruch Hu les protège et on va voir la guérison. Et c'est vraiment tout ce qui est dans ces parachiotes. Et évidemment, celui qui a rentré ça, si on peut dire, dans nos gènes, dans nos âmes, c'est Avraham Avinu. C'est Avraham qui a fait ce travail-là, continué, poursuivi par Yitzhak, Yaakov, et ses fils, etc., et tous nos aïeux, et tous nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, enfin toutes ces générations depuis les Avot, depuis Abraham, Isaac et Yaakov, qui ont continué à faire ce travail. Faut pas croire que nous, on démarre de zéro, d'accord ? En naissant, à la naissance, on est déjà avec un capital qu'on ne peut même pas estimer à sa juste valeur. On se rend même pas compte. Si on se rendait compte, on serait tous... encore plus à fond que ça. D'accord ? Mais bon, petit à petit, on se rend compte, petit à petit. Alors ici, je vais partager avec vous un texte qui va parler un peu de cet aspect, du Rav Friedlander, toujours, du Siftei Chaim. Et ici, il dit que, voilà, c'est connu, on dit « Mi ya'ale be'ar Hashem » qui monte sur la montagne d'Hashem. « Mi ya'ale be'ar Hashem » ça représente l'évolution d'une personne dans la vie. Ok ? Mais tout de suite après, le verset, il dit « Miyakum bimkom kodsho » mais qui va se tenir là-haut ? Ça veut dire que c'est bien de monter, mais après, il faut rester en haut. Et puis après, il faut essayer même de continuer à monter encore davantage. D'accord ? Et la mida, le trait de caractère, qui permet dans la vie d'avoir une évolution pas forcément constante parce que il y a des cycles, oui, mais qu'on peut lisser comme ça vers le haut, continuellement jusqu'à 120 ans, oui, et de génération en génération. Eh bien, on appelle ça en araméen être bar samcha, comme bar mitzvah. Et bar samcha, ça veut dire fils de la confiance. Mot à mot, hein, c'est trouver une traduction sommaire, lismor, c'est s'appuyer. C'est quelqu'un sur qui on peut s'appuyer. Bar Samra. D'accord ? On va dire en français quelqu'un qui est digne de confiance. C'est quoi quelqu'un qui est digne de confiance ? A priori, c'est quelqu'un, quand il me dit je viens, il vient. Quand il me dit je fais, il fait. Quand il me dit oui, c'est oui. Quand il dit non, c'est non. Blanc, c'est blanc. Noir, c'est noir. D'accord ? Ok. Ça, on a tous un level là-dedans. Et on est tous... On sait autour de nous les gens qui sont comme ça et les gens qui le sont un peu moins, ça sort très vite, d'accord ? Ça sort très vite. Avec la fréquentation d'une personne, on voit sur qui on peut s'appuyer et puis sur qui voilà. Après, on juge pas à Chazéchon. Des fois, évidemment, il n'y a pas de jugement là-dedans, mais c'est des faits qu'il y a des personnes, on sait qu'en dernier recours, on va se tourner vers elles et on sait que ça va être bon, et d'autres personnes où on sait que peut-être ça sera bon, peut-être pas, on ne sait pas. Et donc ce digne de confiance, en général, comme je viens de le décrire ici, comme ça un petit peu dans la vie quotidienne, en général on le décrit par rapport à autrui. D'accord ? On décrit par rapport à autrui. Il y avait comme ça je sais pas si c'est pas une vraie histoire, je pense, mais c'est un machal, c'est une image, mais un jeune homme qui allait se marier. Et donc, fameuse histoire. Et donc, il allait se marier, puis comme il avait pas trop le temps de préparer son mariage, il a été pris, il a dit, écoute papa, tu peux me rendre un service ? Il lui a donné un listing de tous ses amis, d'accord ? Tiens, voilà, c'est le PDF ou le Excel de tous mes amis que je veux inviter au mariage. Sois gentil, fais-moi plaisir, voilà, tu te débrouilles, il y a les adresses, il y a tout. Invite mes amis. C'est classique, oui. Et donc, le papa a invité ses amis. Et le jour du mariage, alors, il y avait, imaginez, il y avait 4 pages comme ça, il y avait 300 noms.
Et le jour du mariage, il y avait 30 personnes. Il y avait 30 amis, par la famille. Hein. Encore la famille, on pourrait aussi appliquer ça à la famille. Alors, le fils, il va voir son père, il dit « T'as perdu des pages ou quoi? Je comprends pas. Je t'ai donné 300 noms, tu t'as fait quoi avec? T'as fait quoi ?» Elle lui dit « Mais non, oui, tu m'as donné 300 noms, mais tu m'as dit d'inviter tes amis. » « Oui, mais je t'ai donné le listing. » « Ah non, mais j'ai pas vraiment fait comme ça, moi. En fait, j'ai pris les 300 noms, et les 300 noms, je leur ai envoyé un petit courrier où c'était marqué dimanche, tel jour, telle heure, à tel endroit, David a besoin de toi, si tu veux bien venir, voilà, ça lui sera, tu pourras l'aider, d'accord? Et donc il y en a 30 qui ont répondu. Voilà. J'aurais pas dit qu'ils te mariaient, j'aurais dit juste qui c'est qui vient aider David. Voilà. Donc ça, c'était vrais amis. Voilà. Bon, après, évidemment, hein, c'est une image, il y a des cas de force majeure quand même dans la vie, on reconnaît. Après, il y en a, ils ont que des cas de force majeure. Moi, à un moment, je travaillais dans une école, il y avait un directeur, et il y avait un prof qui était tout le temps absent. Alors, à la fin, le directeur, il lui dit, tu sais, le problème, c'est que tu as toujours une bonne excuse, mais on peut pas faire avancer une classe avec que des bonnes excuses. À un moment, il faut être là, quoi. Voilà. Donc ça, encore une fois, cette expression de bar samcha, ça veut dire de digne de confiance, quelqu'un sur qui on peut s'appuyer, on l'utilise beaucoup par rapport à autrui. C'est bon? En relations socio-professionnelles, familiales, etc. Mais en vérité, nos sages nous disent que le fondement de ce trait de caractère, il n'est pas vis-à-vis d'autrui, il est vis-à-vis de soi-même. Est-ce que quelqu'un est digne de confiance par rapport à lui-même? Est-ce que quelqu'un peut s'appuyer sur lui? Vous allez me dire, évidemment, je ne comprends pas. Non, pas du tout. Vous allez voir si on creuse un peu. Parce que tout le monde comprend que si je promets à droite, à gauche, et que je ne tiens pas, et à un moment, les gens ils vont plus m'appeler. À un moment, je vais me retrouver un peu esselé comme ça. Oui. Donc les gens comprennent, parce qu'il y a des tas d'intérêts sociaux, professionnels, etc., affectifs, qui font que quand je promets à quelqu'un, quand je dis blanc à quelqu'un et que je fais noir, etc., forcément, à un moment, il va y avoir des conséquences. Donc, on a des facteurs extérieurs qui sont là pour nous rappeler à l'ordre et nous forcer un petit peu à être un peu digne de confiance. Sinon, on va se retrouver tout seul. Alors que quand c'est vis-à-vis de soi-même, si moi je décide, je prends la décision, que ce soit par la pensée, par la parole, ou que je commence à le faire, d'avoir telle bonne attitude, admettons. Alors ce sera dans n'importe quel domaine, hein, d'arrêter de faire une bêtise ou de faire quelque chose de bien. Je ne vais pas donner trop d'exemples, mais bon, il y en a par milliers, d'accord? Des religieux ou des pas religieux, peu importe, ça s'applique à tous les domaines. Si je prends une bonne décision, oui, et puis que finalement, je le fais pas, oui, je dis, mais je le fais pas. Je dis blanc, puis je fais noir. Je dis oui, puis c'est non, d'accord? Il y a que moi, ça regarde que moi. Moi, je vais me pardonner. La personne pour qui on a en général le plus de compassion, d'empathie et de gentillesse, c'est soi-même, oui. Donc, je vais pas me faire des reproches. Donc voilà, j'avais décidé que le matin, je vais me lever tous les matins à 7h du matin et que je vais passer prendre un copain parce qu'il a besoin d'aller à un endroit. Et puis finalement, au bout de 2-3 fois, je le plante. Là, je comprends que c'est pas bien. Mais si c'est par rapport à moi, si c'est moi qui me dis je vais aller à 7h du matin, je sais pas, voilà, on va dire dans un optique religieux, aller prier à la synagogue, ou à 7h du matin, je vais aller faire du sport, si vous voulez, pour ma santé. Si finalement, au bout d'une semaine ou deux, je ne tiens pas ma parole, je ne tiens pas ma décision, bon, je veux dire, ça ne regarde que moi. Personne ne va rouspéter, personne ne va me faire de reproches. Donc en fait, le vrai trait de caractère d'être quelqu'un qui est digne de confiance, c'est par rapport à soi-même. Parce que c'est là où ça va être le plus difficile. C'est là où ça va être le plus difficile. Et nos sages nous disent qu'en fait, ça, c'est toute la qualité d'un homme. Toute la qualité d'un homme, c'est, évidemment, hein, c'est pas 0% ou 100%. Personne n'est à 0%, bon, Hachem, et personne n'est à 100%. Il y a des levels, oui. Mais la qualité d'un homme, c'est combien il est capable de tenir ses décisions.
avec évidemment tous les paramètres, on est d'accord, c'est pas à 100%. Combien il est capable de tenir ses décisions? Voilà, donc Simon nous a parlé de David qui a pris une décision. C'est jusqu'à combien? Combien ça dure l'armée? Et après il s'est engagé. Voilà, j'ai pris une décision, jusqu'où je vais aller? Quelqu'un a décidé, Simon, voilà, il avait décidé de faire quelque chose tous les matins. Il l'a fait, il a tenu. Et moi, je le voyais à l'époque. Parce que voilà, je dévoile rien, parce que Simon, il dit je suis pas très religieux, donc voilà, je dévoile rien. Mais moi, je voyais Simon, des fois, moi, j'arrivais pas le matin, et lui, il y était, d'accord? Je me dis, oh là là, la chouma, c'est la honte, oui, j'ai honte, d'accord? Ah oui. Donc, là, la qualité d'une personne, la qualité d'une personne, c'est combien il est capable de tenir sa décision. Alors maintenant, les sages reconnaissent malgré tout qu'on doit être conscient qu'il y a des cycles. Il y a des cycles dans tout. Il y a diastole, systole, le jour, la nuit, la lune apparaît, disparaît, les cycles biologiques, physiologiques. On est d'accord. Et il y a aussi des cycles d'humeur. Et les sages décrivent ça. Ils appellent ça Yémé Ahava, Veyémé Sina. C'est joli, c'est poétique. Les jours d'amour et les jours de haine. C'est pas qu'on aime quelqu'un et on haït quelqu'un, mais c'est les jours où on est boosté, les jours où on a la pêche comme ça, on se lève le matin, on peut manger 3 éléphants et 2 rhinocéros, tout cru. Alors on a comme ça une grosse pêche, eh bien c'est des jours d'Ahava. Et puis il y a des matins on se lève et on n'a qu'une envie, c'est se recoucher ou on se lève pas. Et ça c'est l'Yémé Sina. Il y a des jours où, voilà, quand je fais mon trajet en vélo, c'est là que je mets mon baromètre. Soit je fais le trajet en vélo et je pédale comme truc et je suis là, j'ai envie de faire ça, et dans la journée, et la semaine prochaine, et le mois prochain, et j'ai plein de projets qui viennent, j'ai la tête qui fume, ouais. Et puis il y a des jours où je suis là, je veux dire, j'ai du mal à avancer sur mon vélo et j'ai des mauvaises pensées, la déprime, etc. Voilà, il y a des jours où, welcome, il y a des jours d'ahava, d'amour, de boost. Et il y a des jours où on n'a pas la pêche, ok? Et ça, ça, c'est normal. Ça veut dire que quelqu'un, on va pas dire qu'il n'est pas bar samcha, comme on a dit, on va pas dire qu'il n'est pas digne de confiance, même par rapport à soi-même, on parle, parce qu'on a dit que c'est ça la véritable mesure, le véritable mida, parce qu'il y a des moments où il est dans down. C'est normal. Quand tu es en down, c'est normal, tu relèves un peu le pied. Quand tu es en up, tu mets la gomme, c'est normal comme ça. Après, chez certains c'est plus, chez certains c'est moins. Il y a des gens qui sont toujours collés au plafond, tellement ils sont toujours up. Il y a des gens, les pauvres, ils rasent le plancher. Voilà, mais tout le monde a des comme ça. C'est toutes les semaines, c'est tous les mois, c'est tous les ans, tous les 10 ans, peu importe. C'est normal, simplement, il y a une chose qu'il faut faire attention, c'est que il faut lever le pied, mais pas lâcher complètement l'accélérateur. Il faut juste lever le pied, c'est normal, voilà. Donc, moi j'avais décidé que je vais avoir tel comportement positif, ou arrêter tel comportement négatif. Et puis à un moment, je sens que j'arrive plus tellement, j'ai plus la pêche. J'arrête, je descends pas à zéro. J'essaye de garder un petit peu. D'accord? Bon, si on prend un exemple, on va prendre un exemple, je veux dire, où personne va culpabiliser. Régime, genre un régime. Oui? Pourquoi vous riez? Non, je prends exprès un truc pas religieux, comme ça, tout le monde est au même plan. Donc, un régime, c'est la même chose. Si à un moment j'ai la pêche, ça y est, j'ai décidé et tout, je vais faire attention, plus de ci, plus de ça, et je mange ci, et je mange ça, etc. Et puis une semaine, 2 semaines, etc. Et à un moment, je le sens plus, et je vois toutes ces bonnes choses, et je commence à craquer, etc. Alors, lève un peu le pied. Ça s'appelle le cheat meal, comme ça, on dit comme ça. Le cheat meal, ça s'appelle... Cheat meal. Cheat meal. Cheat, oui, parce que cheat, c'est autre chose, je crois. Le cheat meal, ouais. Ou le cheat day, il y en a qui font la cheat week. Mais voilà, on sache un peu. Bon, nous, souvent, c'est Shabbat, c'est le cheat meal, voilà. Et hop, après, on reprend. Et ça va permettre, d'accord, de hop, comme ça, et de continuer à monter. Mais il faut savoir que l'être humain est souvent pris par la loi du tout ou rien. Et ça, il faut arriver à le déceler. Quand à un moment, je vois que je suis en train de tout lâcher sur n'importe quel domaine,
je me dis ça, je suis tombé dans le tout ou rien. Non, alors je garde un quart, je garde la moitié, je garde, ok? Voilà. Donc ça, c'est le deuxième point. Alors je garde le plan. Premier point, c'est que la qualité d'une personne, la possibilité d'évolution, de construction dans sa vie, de réussite, de tout ce que vous voulez, elle va dépendre de cette capacité à accomplir ce que j'ai décidé. D'accord ? À accomplir, d'être moi, vis-à-vis de moi-même, être digne de confiance. Et évidemment, ça se sentira vis-à-vis des autres aussi, à plus forte raison. Ok ? Mais je ne dois pas quand même oublier qu'il y a des cycles. Et c'est normal. Il ne faut pas à un moment se dire à tout laisser tomber, abandonner, never give up. Tu continues, tu essayes de garder un petit peu l'acquis. Et dès que ça revient, tu repars. Tu repars. Le cycle est là, hop, tu repars. Voilà. Ça, c'était le deuxième point. Et ça, ce point-là, nos sages le décrivent chez Avraham Avinu. Avraham Avinu, dans Shir HaShirim, qu'on lit le vendredi soir, souvent à la synagogue, là-bas, on parle de façon imagée d'un homme, de l'amour d'un homme et d'une femme par rapport à l'amour du Klal Israël, par rapport à Hachem. Et là-bas, on parle de Achot lanu ktana. On dit, c'est marqué dans les versets, nous avons une petite sœur. C'est qui cette petite sœur? Achot, un frère, et Achot, une sœur, c'est la même racine que Echad. En fait, c'est une union, c'est uni. Normalement, on est très proche de son frère, on est proche de sa sœur. Voilà. Et quand on dit à tout le temps, achi, boy, etc., voilà. Donc, frérot, etc. Donc, dès qu'on veut, on voit que dès qu'on veut signifier le lien, c'est frère, d'accord? Même j'ai vu des filles entre elles, elles disent salut frérot. Faut pas. Parce que sœur, c'est vrai. Bon. Mais en hébreu, c'est la même racine. Vous voyez que frère et sœur en français, c'est rien à voir. Mais en hébreu, c'est pareil. Achot. Okay. Et on dit que cette petite sœur, ça veut dire, ça montre un peu la fragilité. C'est Avraham Avinu. C'est Avraham Avinu parce qu'il était seul face à tout le reste du monde. Le monde entier était dans l'idolâtrie et l'égoïsme et tout. Et Avraham Avinu, lui, il a surmonté son ego pour voir qu'il y a une force, qu'il y a quelqu'un qui dirige, il y a quelqu'un qui gère, et se soumettre à lui et vouloir travailler, se construire, pas en se rapprochant d'Hachem. Et maintenant, ça a été dur. Vous savez, Avraham Avinu, ils l'ont soumis 12 ans dans une prison, à le baratiner tous les jours. Après, Nimrod, il a dit, bon, maintenant, on va le faire cuire, on va le jeter dans Kivshan Haesh, dans le fournaise de feu. Et on voit qu'avec toutes ces épreuves, quelqu'un qui vient tous les jours le baratiner, être isolé dans une prison, on peut même pas imaginer. Quelqu'un, des fois, tout seul, en une semaine, il devient fou déjà. Et lui, il a gardé le cap. Il avait le monde entier contre lui. On l'a mis en prison, on lui a envoyé des professeurs, des philosophes, des machins pour le baratiner. Il bouge pas. Et c'est ce que dit la suite du Shir HaShirim. Il dit, Im choma'i. Si c'est une muraille, comme un mur on peut pas le bouger. Oui? On peut pas le bouger. Bon, je vais raconter une blague, mais il est tard. On peut pas le bouger. Oui, comme nous on dit une barre de fer, mais quand on dit ça, c'est plutôt négatif. Hein, c'est quand on veut le. Voilà. Donc, eh bien, s'il est comme une choma, alors c'est marqué Nivne Alea Tirat Kesef. On va construire sur lui un palais d'argent, de métal argent. Oui. C'est-à-dire que c'est quelque chose d'indestructible, quelque chose qui pourrit pas, c'est-à-dire que ça tient la distance. Et ça, c'est la mida de Avraham Avinu. Et dans Shir HaShirim, ça continue, il y a d'autres versets, je saute un petit peu pour pas être trop long. Mais c'est marqué ensuite que Avraham Avinu, non seulement il a fait ça pour lui, mais il a promis, il a dit, c'est marqué là-bas que sa poitrine était comme des tours. Migdalot, oui, bon, c'est une image. Hein. Et c'est quoi hein? C'est que Avraham Avinu a dit à Hachem, je te promets une chose, c'est que mes enfants, mes petits-enfants, mes descendants, ils seront comme moi. Tout le monde demande, mais comment tu peux savoir ce que tes enfants, tes petits-enfants, ils vont faire? Comment Avraham Avinu? Pour lui, ok, il a fait pour lui. Pour lui, il tient. Ce qu'il dit, il tient. Ce qu'il décide, il tient. Ok, mais comment il peut promettre à Hachem que ses descendants feront la même chose? C'est bizarre, oui. Et il répond que quand quelqu'un il va travailler
et qu'il va rentrer des traits de caractère dans son fort intérieur, dans vraiment son essence, sa racine, ça se transmet aux enfants. D'accord ? C'est comme ça. Rav Dessler aussi, il parle de ça. Et il faut savoir que quand une personne, elle travaille dans sa vie, elle se construit pas seulement elle-même, mais elle construit toute sa descendance. Imaginez combien de générations vont suivre, oui. Et nous, on en bénéficie de ça. Si on est là, surtout ce soir, ceux qui sont là, c'est des warriors, oui. Même ceux qui habitent à côté, hein, parce qu'on pourrait dire, ouais, attendez, Kevin, t'as combien de minutes, Kevin? 10 minutes à pied? 10 minutes, oui. C'est pas 1 heure de marche, voilà. Mais il y en a qui sont pas loin, et puis bon, je veux dire, ils se sont dit, bon, comme les autres viennent pas, je viens pas, puis il fait froid, il fait nuit, tout ça. Voilà, je juge pas, on juge pas Chas de Shalom, mais voilà. Si vous êtes là, c'est parce que vous avez hérité. Il y a eu un travail avant. Il y a eu un travail avant, et nous, on hérite de ce travail, et on le continue. On le continue. Et ça, cette mida-là, alors là, on a parlé sur des choses, on parle, voilà, le fait d'aller à un cours, le fait d'aller aider autrui, le fait de faire un régime, le fait, voilà, ce que vous voulez, d'aller à la synagogue pour les religes, etc. Mais ça va aller, comme nous l'a fait sentir avec beaucoup d'émotion Simon, ça va aller jusqu'à donner sa vie pour son peuple, donner sa vie pour protéger des gens qu'il connaît même pas, mais simplement parce qu'il veut les protéger, c'est tout. Et ça, c'est ce trait de caractère, donc on voit que il peut aller très 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 loin. Et on a le Ibn Ezra. Vous savez, le Ibn Ezra, il était en Espagne, je crois que c'était le ministre des Finances, le Ibn Ezra, si je ne me trompe pas. Donc c'était un très grand sage comme Rashi, comme le Rambam. Et le Ibn Ezra, il dit sur un passouk qui est Dover emet bilvavo, qu'un homme il dit la vérité dans son cœur. Il dit Veu kol à Adam. C'est-à-dire toute la grandeur d'un homme, c'est combien il est fidèle à ce qu'il a dans le cœur. Combien il est fidèle à ce qu'il pense, à ce qu'il dit. Il dit ce qu'il pense, évidemment, oui. Et là, on doit réfléchir à ça. C'est que nous, souvent, on donne beaucoup d'importance, surtout dans notre société, aux actions. D'accord ? Mais l'action, c'est à la fin de la chaîne, l'action. L'action, elle va découler de la parole, et la parole va découler de la pensée. Si quelqu'un, il a une pensée comme ça, qui est, en hébreu, on dit, il est mahrit. Ça veut dire, quand il pense quelque chose, comme on dit, c'est fait. Vous faites pas cette expression-là, c'est fait. Ah, vous faites aussi? D'accord. Une fois, je suis allé à un endroit en vacances et ils n'arrêtaient pas de dire c'est fait, d'accord? C'est-à-dire quand tu viens demain, ouais, c'est fait. Mais j'ai jamais entendu ici. Bon, ok, c'est fait. Et quand tu dis ça, c'est fait. Ça veut dire c'est dit, c'est pensé, donc c'est dit, donc c'est fait. C'est comme si c'était fait. Ça veut dire être digne de confiance. Et ça, le Ibn Ezra, il dit, ça c'est tout l'homme. Et il dit comme ça, il dit Kol aliyata adam ba'avodat Hashem tluya benemanut le marchavotav ve achlotav. Tout le niveau d'un homme, il va dépendre de cette capacité qu'il a à être fidèle à ce qu'il pense et à ce qu'il décide. Et c'est ça que Avraham Avinu a rentré, si on peut dire, dans nos gènes, qu'il a rentré dans nos âmes, qu'il a transmis à tous ses descendants. Et ça va tellement loin que la Torah, elle dit que quelqu'un qui est comme ça, fidèle à ce qu'il pense et à ce qu'il dit, oui, eh bien, même quand il prend une décision de faire quelque chose de bien ou d'éviter de faire quelque chose de mal, oui, et que finalement, il est empêché de le faire indépendamment de sa volonté, d'accord ? Eh bien, Hachem lui compte comme s'il l'avait fait. Ça montre que l'action, c'est que la résultante après. Évidemment, on parle sincèrement, hein, c'est pas genre retenez-moi, hein, oui. Voilà, expression courante. Mon Rav, il disait toujours ça. Il y a des gens, c'est toujours retenez-moi, je vais faire ci, je vais faire ça, je vais truc, oui, mais retenez-moi. Ok. Alors, d'habitude, cette expression vient dans « je vais lui casser la figure, mais retenez-moi ». En fait, il n'a pas du tout envie de lui casser la figure. Donc ici, ça va montrer vraiment la force intérieure
qu'à une personne. Et l'opinion de la Torah là-dessus, c'est que, en vérité, le libre arbitre, le vrai libre arbitre, alors les choix qu'une personne elle a dans sa vie, elle se situe pas vraiment au niveau de l'action en vérité. Elle se situe au niveau de la pensée. En fait, quelqu'un, il est libre de penser, de prendre des décisions. Ça, il est libre. Après, est-ce que ça va se traduire par une concrétisation dans le réel? Ça, c'est Akadosh Baruch Hu qui décide. C'est Hachem qui décide. Et donc, c'est pour ça que quand quelqu'un il pense bien, et que quelqu'un il a ce niveau élevé, on a dit, des panels, mais quelqu'un a un niveau élevé de réaliser ce qu'il décide, de réaliser ce qu'il pense, de se tenir à ce qu'il dit et de se tenir à ce qu'il pense, alors même s'il ne le fait pas, évidemment, indépendamment de sa volonté, eh bien c'est comme s'il l'avait fait. Puisque de toute façon, c'est pas sa partie, ça. C'est la partie d'Hachem. Est-ce que finalement ça va se faire ou pas? C'est la partie d'Hachem. Ok? Et de penser comme ça change complètement la façon de voir la vie. Ça change complètement. Et moi qui vous le dis, qui partage avec vous ce texte, et ce texte je le fais presque chaque année, oui, et il faut repasser des couches et des couches, c'est comme la peinture, mais pas 3 couches, c'est 50 000 couches. Et pourtant, des fois, moi aussi, je suis sur un projet, sur un truc, et puis j'ai l'impression que ça part en cacahuète, et que ça va pas se concrétiser, ça va pas se faire et tout, et je suis déçu, je suis frustré, et des fois j'en parle à certains d'entre vous, ceux qui m'aident, qui sont autour de moi, puis des fois simplement des amis, et puis des fois, je me prends une grosse claque, genre, non mais, de toute façon, vous avez fait votre part, après si ça se fait, c'est que ça doit se faire, ça se fait pas, qu'est-ce que vous angoissez? C'est comme ça, d'accord? Et ça, quand quelqu'un il vit comme ça, mais ça lui diminue le stress de la vie, ça lui diminue les frustrations de la vie, ça lui diminue toutes les contrariétés de la vie, mais d'une façon extraordinaire. C'est quelqu'un, si on lui fait les dosages, vous voyez maintenant les gens qui ont le diabète, on leur met un petit truc comme ça, et ils ont une application, un petit pic là, et ils ont une application, et ils voient leur taux de sucre, comme ça, hop, ils voient le taux de sucre en temps réel, 24 heures sur 24, oui. Et imaginez que quelqu'un, il aurait ça pour voir son taux de stress. C'est des hormones, le stress c'est lié à des hormones, ça fait peur des hormones. Alors, faut lancer une start-up à faire là. Simon, vas-y, t'as des copains là, allez-y. Alain, tu nous fais. C'est fait, voilà. Et imaginez le taux de stress. Non, vraiment, c'est un truc à faire, écoute. Ça va sortir un jour, je vous assure. Le taux de stress, c'est extraordinaire. Quelqu'un, il verrait dans sa façon de vivre, dans la façon de réfléchir, rien que la façon de respirer, de méditer, de suivre comme ça, d'écouter des cours sympathiques, il verrait combien ça diminue son niveau de stress indépendamment des conditions extérieures. Ça veut dire c'est pas les événements de la vie qui, évidemment, ils y participent, mais c'est comment on les vit, c'est comment on vit ces événements qui va plus ou moins créer cette situation de stress. Et c'est comme ça que vous voyez qu'on n'est pas égaux face à ça, mais que ça se développe, ça se travaille. Qu'il y a des gens dans des situations, on va dire catastrophiques, ils restent zen, et on a l'impression qu'ils ont zéro stress, et il y a d'autres personnes où pour un rien, c'est la cata, d'accord? Une fois, j'avais comme ça des soucis. C'est pas grave. Tout va bien, c'est juste la fatigue, j'espère. Oui. Tout va bien, c'est juste la fatigue. Non, je réveille pas quelqu'un, mais Elliot et moi, on a une connexion et je voulais être sûr que tout va bien. Donc, tout va bien? Vraiment? Alors, s'il y a besoin de quoi que ce soit, tu dis? C'est bon. Alors, une fois comme ça, j'étais un peu... j'avais des soucis de ci, de là, et je voyais du noir, j'avais plus la pêche, j'étais pas bien et tout, et j'ai demandé à parler à mon rave. J'ai un rave qui est non seulement un rave, mais qui est aussi quelqu'un qui fait énormément de choses
au niveau public, au niveau, donc il a une très grande responsabilité. Et donc je suis allé le voir et je me suis dit, il va me sortir des solutions, il va me dire pour ça tu fais ça, pour ça tu fais ça, pour ça tu fais ça. Donc je partais déjà j'étais un peu allégé, vous voyez, parce que... Et donc je viens, je me souviens, on se met comme ça devant la synagogue, là, sur le balcon, et puis et je commence à déballer. Il m'écoute. Bon, je me dis, bon, visiblement, je crois qu'il va me donner un truc à la fin, quoi. J'espérais peut-être une solution au fur et à mesure. Problème numéro 1, oui, et bon, alors ok. Problème numéro 2, et problème numéro 3, et à la fin, quand j'ai tout fini, donc imaginez, waouh, une dizaine de problèmes, imaginez, à la fin, il me regarde, il me dit, je crois que j'ai déjà raconté cette histoire-là, mais je la raconterai souvent, il me dit, Yitzhak, je crois que tu te noies dans un verre d'eau. Bon, c'est violent, hein. Faites pas ça, faut savoir le faire, faut le sentir, hein, d'accord? Mais je vous assure, je l'ai regardé comme ça, j'avais plus aucun problème. C'est magique. J'avais plus aucun problème. Je peux pas expliquer. Donc on voit comment on vit les choses. C'est ça qui crée le stress. Une autre personne que j'admire beaucoup, je ne vais pas le citer, c'est pas la peine, vous ne le connaissez pas personnellement, bien qu'un jour vous pourrez peut-être le rencontrer, et qui a aussi une responsabilité importante dans un domaine public. Et on est parti une fois ensemble dans les Vosges, parce que là on va préparer un voyage dans les Vosges, oui. On est parti en février, ouais. Et donc on a loué 2 chalets l'un côté de l'autre, sa famille et ma famille. On avait tous les deux une ribambelle de petits-enfants, vous voyez, 8 et 8 chacun, et des genres bébés, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, jusqu'à 8 quoi, hein, voilà, jusqu'à 8 ans. Et on avait comme ça, et on a loué 2 chalets un peu perchés. Les Vosges c'est pas très haut, mais bon, on n'était pas tout en haut, mais on était un peu perchés. Et on arrivait de Paris, et il a commencé à neiger. On a eu du mal, il nous a fallu plusieurs heures, autant pour faire Paris-Vosges, que juste pour arriver au chalet. Parce qu'il fallait qu'on pèle, qu'on enlève la neige, qu'on mette des bouts de bois et tout, pour arriver jusqu'au chalet, en enlevant tous les bagages, en poussant, enfin un truc de malade. Et là, on a posé les voitures devant les chalets, on avait loué pour 8 jours, et on n'a pas pu bouger les voitures pendant 8 jours. Le matin, quand on se réveillait, il fallait passer par la fenêtre pour dégager la neige devant la porte pour pouvoir ouvrir. Je suis en train de faire une grosse pub là c'était en février. Tempête de neige comme ils n'avaient pas vu depuis des décennies et des décennies. 8 jours de tempête de neige. Vous allez dire comment on a mangé, parce qu'on ne pouvait plus aller en voiture. C'est beau, je veux dire, j'aurais dû filmer ça. En fait, chaque famille, moi je partais avec toute ma famille, on prenait des luges, parce qu'on était venu avec des luges et des skis, et on était comme ça, une petite caravane, comme ça, avec les luges, avec toutes les cagoules, les machins dans la trompette, et on faisait 8 km à pied, on faisait les courses et on remontait. Ça nous prenait la journée pour faire les courses, on n'a pas fait ça tous les jours. Et bon, moi je vous avoue que j'étais très stressé. Mais c'était même... j'avais peur que mon cœur s'arrête, c'est tellement j'étais et le soir et tout, et je me suis dit oui, alors à part ça mon téléphone ne marchait plus, il n'y avait plus de réseau, enfin bref, on s'est senti un peu voilà. Mais mon ami, donc aussi chef de famille, qui a aussi une famille zen, tranquille, il était au Club Med, je veux dire aux Bahamas, je sais pas où, aux Caraïbes et tout, ça me calmait un peu. Mais dès que je le voyais plus, j'étais de nouveau stressé. Et la vérité, bon, j'ai quand même réussi un peu à le cacher. Mes filles m'ont dit plusieurs années après que c'était les plus belles vacances qu'elles ont eues. D'accord ? Ouais. Donc on voit que c'est pas les situations, c'est comment nous on va les vivre. Voilà. Voilà un petit peu ce que je voulais partager avec vous. Bezrat Hashem, que tout ceci soit pour la réfoua shelema de David Chaim Ben Esther Morel, parmi tous les malades du clan d'Israël. Et voilà, vraiment, je vous félicite encore de tous les efforts que vous avez fait de venir ce soir. Et sachez que on est dans une société qui a
qui essayent tout le temps de nous mâcher le travail, de faire que ce soit rapide, facile, qu'il n'y ait rien à faire et tout. Et alors qu'en vérité, c'est là vraiment qu'on se construit, c'est là vraiment quand on fait des efforts, c'est le secret vraiment de la réussite de sa vie. Et il y a plusieurs personnes qui sont venues ici et qui ont, comme on l'a dit, bravé les éléments et qui m'ont dit, moi, dès que ça devient difficile, ça me challenge et au contraire, ça me donne la pêche, d'accord? Alors, il y en a qui ont acquis ça, certainement une partie de leur famille, des fois, ou ils l'ont acquis par eux-mêmes, ou c'était en potentiel, comme vous voulez, mais tout le monde peut travailler ça. Tout le monde peut travailler ça, et c'est vraiment le message que je veux partager avec vous, que je me dis à moi tous les jours, et qui est lié à cet effort comme ça surhumain que font les chayalim, comme ça, qui font les gens qui risquent leur vie pour protéger les autres, et à tous ceux qui font qui essaient de se dépasser dans la vie et qui cherchent pas tout le temps la facilité, les excuses. Voilà ce que je vais partager avec vous. Alors, jeudi prochain, il y a cours ici, normal. Enfin presque normal. On va recruter du staff parce que quasiment tout le staff et moi-même, on sera à un salon sur l'éducation et l'identité juive qui sera au CEJ. Du coup, venez quand même. Vous allez être embauchés pour l'organisation un peu. Voilà. Donc ce sera un cours donné par David Krief, un ami. Certains l'ont déjà un petit peu vu. Donc c'est quelqu'un qui a un ben Torah, qui est quelqu'un qui a grandi dans la Torah justement alors qu'il travaille en même temps, il a sa carrière, il a une affaire, etc. Mais il étudie, voilà, tous les mercredis matins on étudie ensemble à Or Torah au 24 et les autres matins il étudie avec d'autres personnes. Et il a une famille, des enfants, un travail, et il arrive comme ça en même temps à se construire dans la Torah comme quelqu'un d'un très grand niveau, de grande qualité. Alors pour vous, c'est vrai que pour les jeunes, je parle aussi à ceux qui n'ont pas pu venir ce soir et qui vont écouter, c'est aussi très important de pouvoir échanger avec des personnes comme ça. Parce que quelque part, les gens comme moi, on peut dire bon ben d'accord, mais vous êtes devenu un professionnel de la Torah entre guillemets, c'est votre métier, c'est voilà, donc bah oui, bon, c'est normal que vous aimiez ça, c'est normal que vous en parliez et tout. Mais quand on voit quelqu'un c'est pas son métier, c'est pas, au contraire, il a un métier très très prenant, et une famille prenante, et puis quand même il y consacre du temps. Alors pour vous, c'est sûr que c'est un message qui peut vous apporter énormément. Et donc, je vous encourage à venir jeudi prochain à la même heure pour écouter notre ami David. Voilà, très à vous. On va couper tout ça. Alors, terminé. Oui ? Oui, juste une petite chose. Pas la semaine prochaine, celle d'après. Je vais partir voir David. Et ce que je voulais faire, c'est faire un petit clip vidéo. Parce qu'il n'arrive pas encore à sourire complètement, mais si on peut lui faire un petit